Bonjour à tous, nous sommes ensemble pour une demi-heure de débrief. On va parler de l'actu qui agite la tech tout de suite avec mes commentateurs. Je vous les présente juste après. Dans le grand débrief de Smart Tech aujourd'hui, Margarita Zlatkova, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directrice data programmatique de Weborama. On va commenter ensemble l'actualité de la tech, également avec Julien Pillot. Bonjour Julien. Bonjour. Économiste, enseignant-chercheur à l'INSEC. Et Christophe Grosbeau. Bonjour Christophe. Bonjour Delphine. Directeur de la stratégie chez Innovation Makers Alliance, autrement dit IMA. On va débattre ensemble de quoi? On va parler d'autonomie technologique. Il y a des intentions, on sent des grandes préoccupations qui émergent jusqu'au niveau politique. Mais alors, au-delà des mots, qu'en est-il? On en parlera notamment en se basant sur un manifeste que vous publiez à l'IMA, mais on mettra ça en perspective avec les choix très concrets qui sont faits et qui ne vont pas forcément dans ce sens. On parlera aussi de Tesla qui dévisse, alors que X s'envole, un paradoxe. Elon Musk. On va débattre de tout ça, mais on commence avec l'inauguration de l'Alliance pour les technologies des langues. Et pour lancer la discussion, nous sommes connectés avec Caroline Chopineau. Bonjour Caroline. Bonjour. Directrice associée, je le rappelle, du Hub France IA. Alors, quelques mots sur cette Alliance des technologies des langues. C'est l'un des premiers EDIC, attention, on rentre là dans les arcanes des grandes organisations européennes. EDIC, c'est un consortium européen pour l'infrastructure numérique. Donc, c'est un nouveau mécanisme en fait qui va permettre de faire émerger des grands projets multinationaux créés dans le cadre de programmes politiques Horizon 2030. Donc, ce rôle de HALT EDIC, si je donne son petit nom, donc cette alliance pour les technologies des langues, ça va être l'idée, ça devait être vraiment de créer une infrastructure transfrontalière, commune sur des données qui vont permettre de faire émerger des technologies linguistiques souveraines à l'échelle européenne, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est un résumé correct, Caroline? Qu'est-ce qu'on retrouve véritablement derrière cette alliance? Oui, c'est tout à fait correct, Delphine, bravo. C'est vraiment la démarche au départ, c'est de regrouper les États européens autour d'une structure juridique commune qui va leur permettre d'avancer sur la mise en place d'infrastructures numériques conjointes. Et là, le TEDIC, il est vraiment orienté sur les technologies linguistiques. Donc, ça fait un peu plus de 2 ans qu'ils sont en train de travailler sur le sujet. Ça a été mis en place officiellement en février 2024. Et c'est la France qui coordonne cet ALTEDIC et qui est là pour structurer toute cette diversité linguistique au sein de cet EDIC. Derrière, on retrouve donc une soixantaine de partenaires. Il y a des entreprises, mais il y a aussi des académiques, des industriels. Un consortium industriel a été créé, constitué de 38 entreprises, dont 20 françaises. Donc, on voit quand même la marque de la France dans ce projet. Le Hub France IA, dont vous êtes la directrice générale, en fait partie. Il va se passer quoi très concrètement là? Sur quoi vous allez travailler pour commencer? Alors, le consortium des industriels, lui, il est là pour orienter la feuille de route de la LTDIC et donc d'être vraiment en accord avec les besoins des entreprises. C'est toujours ouvert d'ailleurs, s'il y a des entreprises qui veulent ou des organisations qui veulent rejoindre la LTDIC, c'est possible. Ça vise principalement des entreprises qui utilisent ou qui développent des outils autour de la langue. L'Altédic en tant que tel, là, ce qui a été annoncé dernièrement, c'est qu'il va porter 4 grands projets européens, donc qui sont financés à hauteur de 88 millions d'euros. Et c'est à travers ces projets-là qu'on va pouvoir concrètement mettre des choses en place. Nous, Francia, on fait partie d'un des consortiums. C'est pour ça qu'on est partenaire de l'Altédic, parce qu'on n'est pas vraiment focalisé sur les sujets de la langue. Mais on a été sollicité pour faire partie d'un des 4 projets qui est celui qui est fondé sur l'idée d'aller accompagner l'écosystème, en particulier des jeunes pousses, pour les aider à s'approprier les grands modèles de langue. Donc ces projets, ils vont du déploiement de l'infrastructure jusqu'à l'utilisation des modèles de langue, mais en passant aussi par des financements pour créer ces modèles et pour récupérer des données sectorielles qui vont permettre de faire des modèles spécifiques. Mais on a besoin de nouveaux modèles, de nouveaux grands modèles de langage? Il y en a déjà tellement, et ils ne sont pas si mauvais en français. Non, ils ne sont pas si mauvais en français. Je pense que la démarche, c'est vraiment, à la base, c'est quand même assez politique. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte qu'au niveau européen, on arrive à coordonner tout le monde autour d'un sujet qui est assez stratégique, qui est le fait d'avoir des modèles souverains.
Là, on est vraiment aligné avec la thématique de l'émission, je pense, aujourd'hui. C'est qu'il y a quand même cette position d'aller favoriser et mettre en valeur et donner du financement à des organisations et des entreprises en Europe pour avancer sur ce sujet et avoir nos propres modèles, nos entreprises qui utilisent nos propres modèles européens aussi pour se démarquer par rapport à la concurrence et se positionner aussi avec la spécificité pardon, de la culture européenne. Donc il y a quand même un enjeu là de se dire on aura des modèles qui sont souverains et des modèles qui peuvent être exploités sereinement par les entreprises en Europe. Je ne vais pas tout de suite donner la parole à Christophe parce qu'il va me dire ah bah oui c'est super, ça fait écho à notre manifeste sur la souveraineté. Je vais demander à Margarita qui est peut-être plus sceptique comme moi quand on voit arriver comme ça un nouveau consortium aussi gigantesque, 88 millions d'euros et tout ça. Non, on se dit qu'est-ce qui va en sortir très concrètement? Exactement, je pense que c'est la question qu'on se pose. D'un côté, on a envie, d'avoir ça parce qu'on est très dépendant des géants américains et on a envie d'avoir quelque chose d'européen. Et quand on parle de fuite de données, de cybersécurité, de protection des données, ne serait-ce qu'on a envie d'y croire. La question, c'est est-ce qu'on va y arriver à avoir quelque chose d'équivalent de cette ampleur-là qui peut porter tous ces projets européens? Est-ce que ce consortium-là va être le bon qui va justement nous permettre de porter... Il y a quand même au-delà de la souveraineté, il y a effectivement une question d'autonomie aussi. Des citoyens européens, des entreprises européennes, de leur donner accès à de l'innovation plus facile, plus agile, plus accessible. Je pense que l'enjeu est là. La question, c'est est-ce que derrière, on va pouvoir concrétiser tous ces projets. On se rappelle de tellement de projets, notamment dans le cloud souverain, tout à fait. Voilà, qui n'ont pas forcément porté leurs fruits. C'est quelque chose que vous avez en tête aussi, Caroline, quand vous dites on va participer au pilotage d'un projet comme ça? Oui, nous, en fait, bon, c'est clair qu'il y a eu des projets européens, des financements européens qui n'ont pas forcément toujours abouti. Aujourd'hui, il y a une dynamique et une structuration qui se fait entre les projets aussi qui est intéressante parce que l'ALTEDIC, il n'est pas tout seul. Il va être associé à les AI Factory, les AI Factory et en particulier les AI Factory France là, et AI2F qui a été lauréat de l'Euro HPC il y a quelques semaines, qui va être là pour produire autour des supercalculateurs des services dédiés aux entreprises et aux académiques pour utiliser les supercalculateurs pour développer leurs IA ou les mettre en œuvre. Donc, et il y a aussi un grand projet européen qui s'appelle Deploy AI, qui est la plateforme européenne de l'IA, qui est aussi associée à ça. Donc, je pense qu'il y a peut-être par rapport à avant, il y a une structuration un peu plus claire sur l'IA qui est en train de se mettre en place et les différents projets et différents financements sont assez liés. Donc, on n'essaye pas de refaire encore des énièmes choses. On essaye plutôt de faire en sorte que tout ça s'articule pour qu'à la fin, il puisse vraiment y avoir quelque chose de concret qui en sorte. Merci beaucoup, Caroline Chopineau, directrice générale du Hub France IA. Je crois que vous m'avez convaincue déjà, c'est pas mal. Merci beaucoup. On continue notre conversation. On l'a dit quand on avait parlé de souveraineté, d'un manifeste en l'occurrence qui vient de sortir pour la souveraineté technologique et l'autonomie stratégique du numérique en France et en Europe. C'est son titre complet, je crois. Christophe Grosbeau, qu'est-ce que vous proposez comme initiative ? Alors déjà peut-être vous donner la jeunesse parce que c'est pas un travail de l'IMA, c'est un travail collectif qui a réuni plusieurs centaines de personnes. D'ailleurs Caroline Chopineau qui vient d'intervenir du Hub France IA, France 2030, France Digital, la French Tech, Station F, le Césin, Exatrust et nous, qui a un travail collaboratif qui a été créé en fait à partir de 2 sondages, un auprès de 135 entreprises et administrations et ETI françaises, un autre auprès d'une cinquantaine d'offreurs à peu près de technologies souveraines en France et en Europe. Des interviews après avec plusieurs des décideurs de notre groupement, donc des gens en position de décision stratégique, disons, dans la tech. C'est des acheteurs en fait, c'est des grands acheteurs Exactement. De solutions numériques. Et qui sont les gens les plus importants parce que quand ils sont dans le public, ils sont forcés, enfin en tout cas poussés, disons, fortement à utiliser des solutions souveraines. Quand ils sont dans le privé, souvent c'est beaucoup plus compliqué comme choix. Donc c'était intéressant de discuter avec eux. Et bon, c'est un pavé, hein, on le disait avant en off, donc c'est quand même 135 pages qui sont, pour moi en tout cas, énormément de savoir, énormément de connaissances et beaucoup d'idées. Et à la fin, en fait, comme vous le dites, c'est 3 pages de recommandations stratégiques qui sont pas en fait... On va pas avoir le temps de lire les 3 pages. Non. Vous le savez, Christophe. C'est une boîte à outils de tout ce qui est possible, en fait. L'idée est de dire au pouvoir public, voilà ce que l'écosystème aujourd'hui technologique français propose. Et voilà quelques idées. Alors, je vais vous donner quelques idées parce qu'on va pas faire les 3 pages, évidemment. Oui, et sur lesquelles on va pouvoir rebondir justement en plateau. Alors, il y a une première idée qui est autour du Small Business Act
européen, d'être capable de réserver une partie des commandes des groupes privés ou publics aux petites entreprises et aux start-up européennes. Ouais. Il y a une deuxième partie qui est de structurer la commande publique en Europe. Donc aujourd'hui, on a une commande publique qui est très, très, très diverse en fait, et disparate, donc d'être capable de la regrouper au niveau européen entre toutes les administrations européennes. Il y a une partie qui est la centralisation des besoins technologiques des groupes privés, qui aujourd'hui sont souvent en fait un peu cachés aux startups. Les startups n'ont pas accès souvent aux appels d'offres et qu'elles soient capables d'avoir une visibilité beaucoup plus grande sur ce que les groupes privés ont besoin. Une partie sur la régulation, donc augmenter la régulation sans faire trop de régulation. Oh là là, la régulation ou la réglementation? Attention, c'est pas pareil. Les deux. Il y a une partie réglementation au niveau de la structuration, il y a une partie régulation qui est d'être capable de limiter parfois sur certains marchés stratégiques l'accès aux acteurs non européens. Il y a une partie moi, que je trouve extrêmement intéressante qui est sur la partie financière, qui est de créer un peu comme on l'a fait pour l'écologie, un bonus écologique, créer un bonus souverain qui soit capable de pouvoir, soit par une défiscalisation, soit par un bonus, d'inciter les entreprises à utiliser des solutions souveraines. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. On a aujourd'hui, d'ailleurs, sur le marché de l'emploi en Europe, été capable de pouvoir faire des politiques incitatives poussant les entreprises à recruter des collaborateurs européens. On pourra faire la même chose pour les entreprises européennes, en tout cas sur certains marchés. Il y a une partie qui est l'investissement. Alors, on a beaucoup. Attention, là, on va arriver aux 3 pages. On n'aura pas le temps, Christophe. On est quasiment. Il y a une partie sur l'investissement. On en a parlé énormément, qui est l'investissement public dans des infrastructures européennes. Et l'Europe et la France ont fait des effets d'annonce importants. Puis il y a 2 parties dernières qui me semblent importantes. Une première qui sont les data space, capables de créer des espaces d'échange de données qui permettent à entreprises, start-up et administrations européennes de travailler collectivement. Ça, il y a déjà beaucoup d'initiatives. De manière sécurisée. Ouais. Je dois le mentionner, Mathias Debièvre, qui a mené d'ailleurs un travail fondamental sur ce sujet et qui rencontrera bientôt l'Élysée pour leur en faire part. Et enfin, travailler le sujet de l'open source, parce qu'en Europe, l'open source est une des manières de nous différencier des Américains. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup des technologies américaines sont basées en partie sur de l'open source européen à la base. Et on n'a peut-être pas été assez fort à une époque pour être capable de nous protéger sur ces plans-là. Allez, réaction, Julien. Il y a beaucoup de choses à dire, énormément. Non, il y a un côté extrêmement intéressant dans ce rapport parce qu'il y a une mise à jour et puis il y a aussi une déclinaison de tout un tas d'outils qu'on pourrait mettre en place pour évidemment favoriser l'émergence d'un écosystème souverain, qu'il soit européen ou français, parce que parfois, il faut vraiment distinguer le bon niveau de souveraineté. Il est parfois européen, mais sur certains sujets extrêmement stratégiques et extrêmement sensibles, il peut être français. Mais malheureusement, c'est un énième rapport qui vient s'ajouter à des rapports qui s'accumulent depuis maintenant un peu plus de 10 ans. D'ailleurs, beaucoup des préconisations du rapport ont déjà été débattues sur ce plateau. Le Small Business Act, par exemple, qui était même porté par le MEDEF. Ça fait très longtemps qu'il est porté. Et en fait, si j'avais juste une critique globale à faire sur le rapport, c'est qu'il y a un côté un peu yaka faucon qui est finalement, oui, on sait ce qui devrait être fait. On peut éventuellement discuter sur la hiérarchisation des mesures, sur le niveau d'intensité qu'on peut mettre sur certaines d'entre elles plutôt que sur d'autres. Évidemment, il y a des arbitrages à faire, mais en fait, on sait ce qu'on doit faire en fait pour construire un écosystème souverain sur le plan numérique, j'ai envie de dire sur le plan économique. Mais la vérité, c'est que à chaque fois, on se heurte à un mur qui est le mur de la réalité. Et le mur de la réalité, il nous renvoie souvent à des impossibilités techniques ou une absence de volonté, parfois politique, d'aller plus loin que ce qu'on fait déjà bien modestement à petits pas. Et le vrai problème, il est là. Moi, sur le plan de la régulation, je le discute à longueur d'année. Les outils de régulation sur la capacité des entreprises, notamment étrangères, à exercer un pouvoir de marché et à pouvoir capter les données et voire même à contourner parfois certains de nos outils de réglementation et notamment le RGPD, en vérité, ces outils, on les a, mais on peine à les faire appliquer dans toute la sévérité que nous permettent les textes. Donc on peut avoir les textes les mieux ficelés au monde, les mieux pensés au monde. On peut avoir derrière des études académiques, et je prends ma part là-dessus, pour designer les textes en mettant en place les bons mécanismes incitatifs, les bons niveaux de sanctions qui soient dissuasifs. Mais si derrière on est dans l'incapacité ou l'absence de volonté de les faire appliquer, en vérité, on fait du surplace. Et le problème, il est là. On ne manque pas d'intelligence. De l'intelligence, il y en a de partout, dans les services de l'État, dans les administrations, dans les entreprises, dans le milieu académique. On sait à peu près ce qu'il faut faire. On peut se poser la question de savoir comment le faire, dans quelle temporalité le faire, mais ce qu'il faut faire, on sait à peu près quoi faire. La question, c'est est-ce qu'on est capable de le faire ? Et est-ce qu'on a vraiment envie de le faire ? Alors, moi, j'ai assisté au sommet de la souveraineté technologique qui se tenait en janvier 2025 au ministère de l'Économie et des Finances. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait un travail important que vous avez fait de sensibilisation
d'information sur ces sujets de souveraineté et de découverte aussi des alternatives françaises. Et je pense que une des vertus de ce manifeste, c'est de l'avoir fait au sein de l'IMA, c'est-à-dire avec vraiment les grands acheteurs aujourd'hui de solutions IT pour leur dire il existe aujourd'hui des solutions souveraines et cette question de la souveraineté, désormais, ça doit être votre sujet aussi. Margarita. J'allais justement aller dans ce sens et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Julien. Ce que je trouve, effectivement, c'est une très bonne chose d'avoir ce rapport et de sensibiliser justement les acheteurs parce que je pense que c'est ça qui manque. On ne connaît pas assez les alternatives autres que les géants américains. Je pense que c'est le sujet, effectivement, là-dessus. Il y a peu d'administrations, peu d'entreprises privées ou publiques qui connaissent les bonnes alternatives. Ou souvent mal, en se disant, au lieu d'en prendre un gros américain qui fait tout et je vais être tranquille, je vais prendre 5, 6 différents avec une gestion des coûts qui est juste un cauchemar ou une gestion de relations fournisseurs qui devient effectivement un sujet très complexe. Et je pense que c'est là où effectivement sont les enjeux, c'est se focaliser sur le fait de bien faire connaître les solutions, de bien leur montrer leur place en fait sur le marché et sensibiliser les acheteurs. En fait, oui, ils sont souverains, oui, ils respectent les réglementations, oui, ils payent aussi leurs impôts en Europe, c'est quand même pas négligeable. Et en même temps, ils proposent la même qualité de service que celle qu'on peut trouver chez les géants américains. Je pense que c'est là où se situe l'enjeu. Absolument. Et donc, je voulais mettre ça quand même en regard avec les choix qui ont été annoncés du côté de l'Éducation nationale et de l'École polytechnique, voilà, de travailler avec Microsoft. Bon, ça a mobilisé tout le monde, toute la planète. Pour autant, c'est ce choix qui a été fait. Et en fait, j'allais dire, je suis complètement d'accord avec ce que Julien a dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a deux problématiques. Une première problématique qui est sur les groupes publics, donc typiquement l'éducation nationale, où aujourd'hui, il y a quand même une solution par défaut, qui est souvent de travailler avec les GAFAM. Donc là, l'évangélisation, je pense que c'est central, c'est d'être capable, même au niveau des administrations publiques qui pourtant portent des lois qui vont en défense de la souveraineté technologique, de leur rappeler le fait que c'est important qu'ils la défendent eux-mêmes. Ça, c'est une évidence. Néanmoins, on ne peut pas non plus pointer du doigt toujours, parce qu'il y a aussi un aspect qui est important dans le cadre de l'éducation nationale et polytechnique, c'est que la plupart des étudiants, des enseignants utilisent déjà des technologies Microsoft. Donc il y avait aussi une logique qui était de se dire, bah, en fait, je vais donner un outil que tout le monde s'est déjà accaparé et où les gens sont à l'aise pour l'utiliser. Ça, c'est malheureusement une dimension qu'il nous faudra travailler. Oui, mais il faut leur mettre entre les mains justement des nouveaux outils. Alors moi, je trouve ça génial, là, le tweet de Andy Yen, le fondateur de Proton, qui a dit, bon, bah, moi, ce que je suis prêt à faire, en fait, c'est de vous donner la solution gratuitement, parce que là, c'est l'avenir, en fait. C'est les jeunes polytechniciens, demain, c'est nos futurs cerveaux. Il faut qu'ils adoptent ces outils souverains, et Proton, c'est l'excellence, quand même. J'allais dire, en réponse à ce que vous disiez, parce que je suis complètement d'accord, alors évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites et redites. Il y a quand même des nouvelles idées sur la partie bonus, des fiscalisations. Je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Mais le plus important, c'est l'évangélisation. C'est le fait qu'on réalise le contexte actuel géopolitique, qu'on réalise le fait qu'on a ce qui était avant un allié, et on se pose la question aujourd'hui de savoir si c'est un allié, qui peut demain nous couper accès aux GPU, qui peut demain nous couper accès peut-être de manière générale à notre cloud, et qui, dans une situation de guerre froide technologique, pourrait finalement nous empêcher de penser. Vous savez très bien que l'IA, on part vers, vous avez vu MenuCI, on part vers de l'IA agentique, après on ira vers de l'IA décisionnelle. Donc la plupart de nos groupes utiliseront de l'IA pour réfléchir. Si demain on nous coupe la réflexion, c'est comme si on parlait de notre intelligence. Ça serait un problème stratégique majeur. Donc je pense que l'évangélisation au niveau de nos groupes, elle est centrale, et c'est le but de ce rapport, comme vous le disiez, c'est d'expliquer à l'ensemble des grands groupes français privés l'importance de prendre en compte le risque d'ingérence à 5 ans ou à 10 ans, d'utiliser des technologies non européennes, et que si on est malheureusement dans une situation un peu compliquée avec les Américains demain, qu'ils soient capables de nous dire du jour au lendemain, bah écoutez, aujourd'hui vous n'aurez plus d'intelligence. Voilà. Je fais juste un parallèle avec l'éducation nationale et le monde du travail, parce qu'on parlait des étudiants et des chercheurs. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand ils vont se retrouver dans des entreprises privées, ils vont travailler sur du Microsoft, ils vont travailler sur du Google, qui reste le seul concurrent avec Apple très présent. Oui, mais s'ils sont décideurs demain, ils peuvent décider justement. C'est la réflexion que je me faisais, c'est que si l'éducation est faite déjà à l'école sur des alternatives différentes, les professeurs, les étudiants, déjà, en fait, il y a la réflexion qui peut arriver petit à petit par effet boule de neige aussi dans les entreprises, qui ont la même réflexion que les administrations ou l'éducation nationale. Le tout en un, le plus simple, et ce qui est connu par tout le monde, parce qu'il n'y a pas besoin de réapprendre à tout le monde un nouvel outil. Alors, je voulais faire réagir l'économiste sur l'actualité autour d'Elon Musk. On a la valorisation de X qui est remontée à 44 milliards de dollars, comme à l'époque de son rachat. Enfin, en tout cas, la somme qu'il a mise sur la table. Et Tesla à côté qui dégringole.
Alors quoi, on boycotte Elon Musk pour ses voitures, mais pas pour son réseau social? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un fond de vérité dans ce que tu viens de dire, Delphine. Mais après, on aurait tort de vraiment lier les deux sujets. Il y a le sujet X et le sujet Tesla. Sur X, il y a un retour des annonceurs. Et évidemment, sur un réseau social, la présence des annonceurs, c'est un kérosène pour la valorisation. Pourtant, on avait parié justement sur une fuite des annonceurs du fait de la tournure politique que prenait X. Elle a eu lieu. Elle a eu lieu à un moment donné, mais les annonceurs reviennent, alors à la fois parce qu'effectivement, il s'agit de montrer un petit peu patte blanche vis-à-vis de l'administration Donald Trump. C'est ça, donc la situation politique a influencé, vous pensez, quand même Bien sûr, mais il y a aussi une autre vérité qui est peut-être un peu moins avouable, c'est que X fonctionne très bien. En vérité, en termes d'impact et surtout en termes de capacité en fait à faire infuser des messages à portée commerciale. On a des acheteurs moyens sur X qui sont plutôt actifs et qui aujourd'hui en fait consomment du contenu sur X, mais consomment également du contenu à portée publicitaire ou sponsorisé. Et derrière, ça doit se traduire par des actes d'achat. En tout cas, il y a des annonceurs qui font ce pari-là. Et tout simplement parce que X aujourd'hui est un réseau qui, au niveau global, fonctionne plutôt pas mal. Après, il y aura des divergences pays par pays, mais en vérité, c'est à peu près ce qui se passe. Par contre, il y a Tesla de l'autre côté. Alors, juste sur X, il y a peut-être aussi autre chose. C'est quand même le XAI, Grok, absolument. Voilà, qui devient un argument, je veux dire, pour les financiers important, puisque X devient une plateforme d'entraînement finalement du modèle d'IA d'Elon Musk. En fait, elle a toujours été. Elle a toujours été perçue comme telle. D'ailleurs, Musk l'a racheté en partie pour cela. Ce qui a changé, c'est deux choses. C'est qu'avant, c'était une plateforme d'entraînement pour les IA tierces. Aujourd'hui, c'est toujours possible, mais il faut payer les droits de plugger des API dessus. Et évidemment, c'est extrêmement onéreux. Donc, beaucoup de concurrents de X n'ont pas envie de renforcer l'écosystème d'Elon Musk et donc essaient de se passer des données sur Twitter. Mais il reste qu'il y a un gros avantage concurrentiel sur X parce que une grosse partie des données extrêmement qualifiées transite par X. Oui. Et le fait est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des investisseurs qui prennent conscience du fait que XAI a la capacité quasi exclusive de pouvoir bénéficier de ces données extrêmement qualifiées qui transitent par son réseau. Et il y en a certains qui laissent à penser que cet avantage concurrentiel devrait faire de XAI probablement le LLM le plus performant à moyen terme. Donc les investisseurs valorisent cela et il n'est pas illogique de voir la valorisation de X flamber. Si je reviens sur les annonceurs, vous vouliez faire une réaction peut-être là-dessus X, c'est une plateforme fréquentable aujourd'hui pour les Européens, par exemple, les marques européennes? Je ne pense pas. Mais ce qui est très intéressant avec X, c'est que c'est de la donnée live. Parce que, comme vous le dites, c'est des gens qui commentent en direct. Donc Grok a la capacité et XAI a la capacité d'accéder à de la donnée à laquelle peut-être, en effet, Meta aujourd'hui ou OpenAI n'ont pas capacité d'accès. Ouais. Et la deuxième chose, c'est qu'il a quand même réformé complètement X aussi en matière de business model. Il y a un niveau d'engagement qui a grandement augmenté. Aujourd'hui, il a mis du paiement à l'intérieur, il a mis des vidéos longues. Donc il a restructuré la plateforme, que ce soit plus seulement une plateforme de blogging, mais que ce soit une plateforme qui soit une plateforme complète, adaptée. Donc voilà, Tesla, vous parliez de Tesla, le problème en face de Tesla, c'est qu'il a promis le full self-driving depuis 10 ans. Aujourd'hui, on sait que c'est très compliqué à mettre en place, et donc les annonceurs, et je pense d'ailleurs les investisseurs, préfèrent parier sur un truc scalable qui est de l'IA, plutôt que parier sur quelque chose qui a un capex énorme, qui est de l'automobile, et sans la promesse qui était à la base de créer des voitures autonomes. Margarita. Moi, je voudrais souligner un paradoxe qui est quand même de voir de gros annonceurs revenir, qui, je pense aussi par allégeance à l'administration Trump, font ce pas-là vers Elon Musk. Typiquement des Disney, des Amazon qui ont augmenté beaucoup ou Apple qui ont augmenté énormément leurs investissements. Ces annonceurs-là qu'on rencontre sur des sites éditeurs premium, notamment et des Français et Américains, sur lesquels ils sont intransigeants sur la bande safety, c'est-à-dire là où se trouve leur marque, le contenu autour. Ils refusent tout ce qui est politique, tout ce qui touche à des fake news, etc. Ils sont extrêmement exigeants dessus. Et de l'autre côté, ils sont sur X sans avoir du tout ces contraintes-là qu'ils imposent aux éditeurs premium qui, eux, travaillent dans un mode plutôt démocratique, à la différence de ce qu'on voit sur X. Ça, c'est un des paradoxes que je voulais souligner, qui est quand même assez impressionnant. Et la deuxième chose, je voulais rebondir sur ce que disait Julien. Vous leur faites remarquer, j'imagine. Mais c'est génial, c'est de la réelle économie, là. Ouais. C'est très exactement, très intéressant. C'est la dualité entre les comportements des mêmes annonceurs et des mêmes décideurs.
Et la deuxième remarque que je voulais faire, c'était sur ce que disait Julien sur X et la publicité. Et effectivement, il y a quelque chose sur X qu'on n'a pas sur les autres plateformes, qui est beaucoup de décideurs, de B2B, qui est une des cibles les plus complexes à toucher en publicité et à faire transformer. Et l'avantage de X, il est là, il n'est pas tellement sur le B2C, c'est-à-dire le consommateur qu'on peut trouver ailleurs aussi, il est beaucoup sur les décideurs. Et ça lui donne effectivement une puissance, plus l'IA dont on a parlé et tout le reste, qui pour les investisseurs est très intéressant. Sur Tesla, Julien? Non, sur Tesla, Olivier en a un petit peu parlé. Il y a donc, Christophe, pardon. Je suis désolé. Je disais, il y a tout ce que tu as dit est frappé du sceau du bon sens. Il y a une chose à rajouter en complément, c'est que Elon Musk s'est aussi dispersé dans ses annonces. Parce que autant sur la partie self-driving, il y a quand même fort à parier que si un jour une solution technologique venait à s'imposer comme standard, Tesla fait partie des entreprises qui devraient être parmi les grands élus parce qu'ils ont des technologies qui sont plutôt en avance en la matière et la capacité de pouvoir les déployer. Mais en revanche, il s'est beaucoup éparpillé, notamment en présentant les robots Optimus, ce genre de choses. Et d'un point de vue d'un investisseur, il y a une promesse de valeur qui est moins lisible. Donc un risque qui est peut-être augmenté. Donc on désinvestit un peu sur Tesla, surtout qu'en ce moment, il y a aussi un bad buzz qui se crée autour de la personnalité d'Elon Musk et des Tesla qui sont vandalisés à des fins d'affichage politique. Donc voilà, le fait est que peut-être que Tesla, on y reviendra un petit peu plus tard, mais quand ce sera un peu plus lisible, un peu moins risqué, et pendant ce temps-là, on va réinvestir sur des valeurs qui nous semblent plus intéressantes à court terme, comme l'IA. Il y a une concurrence chinoise extrêmement forte aussi, avec des acteurs chinois qui font la même chose que lui pour beaucoup moins cher. Ce qui forcément est très problématique parce que autant on se dit qu'on ne va pas utiliser de l'IA chinoise, autant des voitures chinoises, pourquoi pas? Oui, parce que je pense que le phénomène du boycott, c'est anecdotique pour les investisseurs, enfin il me semble. À mon avis, c'est le marché de l'automobile, effectivement, et du self-driving qui montre que ces choses sont plus compliquées. Donald Trump pense l'inverse que vous, puisque la raison pour laquelle il a fait ce show... souvent, on ne pense pas la même chose. Il pensait qu'il allait impacter les investisseurs, et en effet, il n'a pas impacté les investisseurs. Oui. Et on a aussi le cours de bourse qui a grimpé au moment de l'élection de Donald Trump, justement pour cette raison-là, parce que tout le monde pensait que Tesla allait avoir l'autorisation très rapidement des voitures autonomes sans chauffeur. Et finalement, ça se fait attendre. Donc le niveau de bourse aussi prend en compte ces risques. Et on voit que ça ne va pas être si simple que ça. Corrige-moi, Julien. Il y a le sujet de la rémunération aussi. Et le sujet de dirigeants. Effectivement. Et les promesses qu'Elon Musk a fait sur les Tesla, qui finalement, sur les derniers modèles, ne se sont pas concrétisées du tout, ont été plutôt déceptifs. On a vu quand même que les Chinois ne les aiment pas tant que ça. Donc finalement, ça a fait deux gros marchés qui sont l'Europe et la Chine, qui ont quasiment perdu, de mémoire, moins 49%. En termes de vente, donc ça a un impact assez important aussi sur le côté investisseur. Il y a même pire que ça, c'est qu'on est face à un business qui est industriel par essence. Et Elon Musk, pour pouvoir quelque part rentabiliser et donner des gages de rentabilité à ses investisseurs, a voulu faire du volume. Pour faire du volume, il a fallu qu'il descende progressivement en gamme et qu'il fasse des Tesla de moins en moins onéreuses au niveau des coûts de production et de plus en plus accessibles au niveau des prix de vente. Mais ça a cassé un petit peu l'image de Tesla, l'image premium, le symbole aussi de réussite qu'on pouvait quelque part se payer lorsqu'on pouvait se payer une Tesla. Quand vous voyez une Tesla aujourd'hui, ça devient quasiment un lieu commun en fait. Et donc, qu'est-ce qui reste aux premiers investisseurs, aux premiers acheteurs de Tesla quand n'importe qui peut conduire une Tesla? Donc d'un côté, Elon Musk a été poussé à une descente en gamme, à rechercher des économies d'échelle, des synergies pour baisser les coûts, et de l'autre, il a rendu sa voiture accessible à tout le monde, et peut-être qu'elle est moins valorisable lorsqu'elle est accessible à tout le monde. C'est une voiture électrique, alors que Donald Trump pousse le drill baby drill. Donc il est c'est très particulier, Elon Musk. Il s'allie avec quelqu'un qui en fait est en train d'expliquer que la voiture électrique n'est pas si importante que ça, et qu'on peut rouler avec une voiture avec de l'essence. Pas facile cette vie de couple. Merci à tous les trois. Merci Christophe Grosbeau, Julien Pillot et Margareta Zlatkova d'avoir été avec moi dans ce Smart Tech, dans ce grand débrief de l'ActuTech. Je vous dis à très vite sur Be Smart for Change.